Bienvenue pour les actus de la semaine. Au sommaire, l'inauguration et visite du nouveau bâtiment des archives départementales à Strasbourg. Découverte de l'entreprise de visite virtuelle panoramique d'Osta 360 à Oberbronn. Les conseils de l'ambassadeur du tri pour le recyclage du plastique. Mais tout de suite, des nouvelles de la restructuration chez De Dietrich. Le plan de restructuration est mis en place à l'usine De Dietrich de Zinswiller. Suite à la baisse des ventes, la direction annonçait la suppression de 39 postes en octobre dernier. On en sait un peu plus sur l'application. 9 départs à la retraite, 16 départs volontaires et la fermeture du centre d'Evry dont les salariés n'ont pas pu accepter le déplacement à Zinswiller. L'avenir pour nous c'est incertain, notamment sur 2 points. Le premier point, c'est l'activité système, ingénierie et système, où nos collègues d'Evry vont faire défaut. Forcément, ils ont des compétences qu'on n'a pas en interne. Donc il faut reconstruire et pour l'instant, il n'y a aucune certitude que ça va nous ramener du travail. Le deuxième point, c'est le FSI, le Fonds de solidarité d'investissement de l'État qui est rentré dans le capital de Dietrich. On a acheté une usine en Inde et là, on risque de délocaliser une certaine partie de la production. Les clients de l'entreprise sont des industriels en pharmacie et chimie qui achètent des équipements haut de gamme. Ils se sont déplacés en Chine et en Inde. Et nous, pour les suivre, il faut qu'on soit capable industriellement de leur proposer aussi des solutions. Et ce qui est important de comprendre, c'est le fait d'avoir des usines en Inde, qui est une nouvelle usine, mais aussi en Chine, pour nous, est un moyen d'accroître l'activité ici, puisque ça nous permet de rester présents auprès des clients et de vendre aussi plein de produits via ces usines. Dernier bastion de l'industrie de Dietrich, encore aux mains de la famille, le site de Zinswiller fera l'objet d'investissements à hauteur de 5 millions. Les 5 millions, ces chiffres ont été analysés par nos experts comptables également, mais il faut savoir que 5 millions, sur 5 ans, ça représente 1 million d'investissements par an. C'est l'investissement qu'on fait habituellement, donc ce n'est pas vraiment une grande annonce. Et en plus, c'est lié à la santé financière de l'entreprise, donc il n'y a aucune garantie que ça sera fait. Il y a un élément fort qui est la volonté d'investir sur le site et qui correspond à la volonté marquée de la direction et des actionnaires de se donner les moyens de garder un site industriel à Zinswiller. Donc en soi, le fait d'investir sur le site n'est pas neutre du tout. C'est-à-dire qu'on mise dessus et on s'engage sur ce site. Les niveaux correspondent à des niveaux qui sont à peu près du double de ce qui s'est fait les dernières années. Alors c'est vrai que les dernières années, on a été très contraints par l'environnement, par la baisse d'activité, mais ce sont des investissements qui restent peut-être encore insuffisants par rapport à ce qu'on voudrait pouvoir faire, mais qui sont suffisants pour rendre plus compétitif l'outil industriel. Les syndicats auraient aimé que la gestion des effectifs soit plus anticipée. La direction est quant à elle optimiste. Le savoir-faire unique au monde et le marché, certes réduit mais encore existant, laissent toutes les raisons de penser que l'entreprise saura s'adapter. C'est un bâtiment imposant, long de 100 mètres et haut de 6 étages, que nous sommes venus visiter pour vous lors de son inauguration officielle. Les nouvelles archives départementales accueillent depuis quelques jours seulement 30 km linéaires d'archives, dont un grand nombre constitue notre patrimoine alsacien. Il faut parler de patrimoine et de mémoire. C'est-à-dire qu'à travers les archives départementales, il faut aussi aller chercher nos racines et ce qui a constitué notre patrimoine actuel, ce qui a constitué les racines des Alsaciens. C'est là-dedans qu'on peut s'épanouir aussi pour préparer le futur. Loin d'être des documents dépassés et poussiéreux, ces archives sont traitées avec le plus grand soin. Elles sont conservées, parfois restaurées, répertoriées et numérisées pour pouvoir être communiquées aux administrations, au grand public et même aux scolaires. L'enfant, bien sûr, à travers toutes les conditions qu'on lui donne pour s'épanouir, pour s'éduquer, doivent lui permettre à se construire pour l'avenir. Donc ce bâtiment-là est également destiné aux enfants puisque nous accueillons les collégiens et nous avons des locaux adaptés pour les accueillir, pour pouvoir travailler avec les enseignants sur un certain nombre de sujets qui peuvent les intéresser dans leur parcours éducatif au collège ou à l'élémentaire.
Il leur est également permis de voir de très près des documents d'archives datant parfois de plusieurs siècles. Des dossiers pédagogiques sont élaborés par les archivistes, un plus dans le développement des activités culturelles et éducatives. Je crois que l'enfant aussi doit être quelque part marqué par la visite des archives, pour que ce soit pas uniquement fastidieux, mais aussi ludique pour l'enfant. Travailler d'une manière ludique les archives, ou le patrimoine, ou la mémoire, je crois que c'est ça qui est intéressant pour nous. Une exposition inaugurale, visible jusqu'au 28 juin, comble également les 200 nouveaux mètres carrés qui lui sont dédiés. Ludique, elle répond à la majorité du public des archives. Son thème, la généalogie. Le grand public, tout comme le secteur scolaire du pays de Niederbronn-les-Bains, peut donc être amené à découvrir ce bâtiment et les nombreux trésors qu'il renferme. Un moyen adapté pour faire connaissance avec notre patrimoine du Bas-Rhin. Je souhaite que le monde rural s'approprie ce bâtiment-là aussi et vienne vers les archives, et nous sommes prêts à étudier toutes les propositions venant du territoire pour rendre ce bâtiment encore plus proche de nos concitoyens. C'est à Soultz-sous-Forêt que l'on rencontre Jean Levatic, un Auberbronnois passionné de photographie. Cela fait quelques années maintenant que Jean a créé sa micro-entreprise Dosta 360. Spécialisé dans la création de sites internet et de visites virtuelles à 360 degrés, il réalise justement aujourd'hui les prises de vue de la paroisse protestante de Soultz-sous-Forêt. Objectif, valoriser le patrimoine ou l'espace qui est photographié. La visite virtuelle s'adresse à tous ceux qui veulent mettre en avant leurs espaces. Une paroisse avec l'église, ça peut être un musée, les médiathèques aussi. On a déjà fait appel à moi pour une ou deux médiathèques. Dans ce métier-là, il y a effectivement à manger et à boire. J'essaie toujours de faire mon maximum pour que cette visite soit vraiment le plus attrayant possible, étant donné que c'est bien l'objectif d'une visite, c'est d'être la vitrine d'un lieu. Pour arriver à un résultat, il faut passer par différentes étapes, de la prise de vue à la conception de la visite virtuelle. Jean est sur tous les fronts. Au début, on met déjà en place l'idée de créer une visite virtuelle. Après, vous avez la phase de prise de vue, c'est-à-dire qu'on va voir le site, on va définir effectivement avec le client les différents points où auront lieu la prise de vue de panoramas, dans le sens où une visite virtuelle est un assemblage de différents panoramas qui sont interconnectés entre eux. Et après, vous avez la phase de prise de vue, donc ce que je fais aujourd'hui, où on prend les différentes photos, l'objectif étant de prendre suffisamment de photos pour couvrir l'ensemble d'une scène. Et c'est là que le travail assisté par ordinateur commence. Une fois les prises de vue réalisées, il faut assembler les photographies, créer des liens pour voir certains détails, et ainsi de suite pour arriver au produit fini, la visite virtuelle à 360 degrés. Dans le cadre d'une église, la visite virtuelle permet justement aux gens qui ne peuvent pas accéder à l'église de visiter le site. Il faut savoir que l'église, par exemple, est souvent fermée. Il n'empêche que quand les gens sont sur place et qu'il y a une ouverture dans le cadre des journées du patrimoine, par exemple, etc., évidemment, ça leur a donné envie, ça leur a donné déjà une vision d'ensemble relativement complète, mais ça ne remplacera jamais une véritable visite sur site, bien évidemment. Avec un avenir en croissance, Jean se voit de plus en plus sollicité. Dernièrement, il a réalisé le site internet de Rothbard ainsi que la visite virtuelle de la carrière de Grès. Mais il sait aussi que ce métier est en plein essor et que sur le territoire de Niederbronn-les-Bains, il n'est pas le seul à proposer ce genre de réalisation. Il est clair qu'il y aura de plus en plus de concurrence au niveau de la visite virtuelle. Après, ce sera à moi aussi de renouveler régulièrement les visites virtuelles en y ajoutant beaucoup plus d'interactivité, en y ajoutant du son, de la vidéo, pour rendre la visite virtuelle le plus attractif possible et le plus complet possible, quoi. Donc pour l'instant, je ne vois pas encore de limite à la visite virtuelle. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du recyclage et plus principalement du plastique. Alors pour cela je suis avec Monsieur Mater, ambassadeur du tri au SMICTOM d'Alsace du Nord. Bonjour. Bonjour. Nous allons donc voir aujourd'hui le plastique, mais avant cela quelques conseils pour votre mission qui est selon le Grenelle de l'environnement de réduire
l'enfouissement et l'incinération des déchets et d'augmenter le recyclage. Alors comment on fait pour ça? Comment est-ce qu'on trie? Qu'est-ce qu'il y a comme problème dans cette poubelle? Donc on va ouvrir, on va une fois regarder ce qu'on va trouver. Donc par exemple sur cette poubelle, on voit déjà que c'est imbriqué dans un sachet. Donc ça, il faut surtout pas faire. Déjà le sachet, c'est pas bon. Il faut pas mettre des sachets dedans. Et en plus, si on les imbrique à l'intérieur, ben, ça passe, c'est un refus de tri. Donc il faut vraiment se conformer à ce qui est marqué dans le guide du tri et suivre à la lettre tout ce qui est marqué là-dedans. Et surtout pas faire des erreurs pareilles. Donc là, il y a un autre exemple de choses qui sont imbriquées. Déjà, c'est sale et deuxièmement, ben, c'est des choses qu'on ne recycle pas. Donc tout ce qui est barquette, ça ne se recycle pas. Hein. Je vois qu'il y a aussi des pots de yaourt qui sont lavés. Oui. Ah, vous avez bien vu. Donc c'est bien, c'est pas ça, on se pose toujours la question. Pot de yaourt, il ne faut pas le mettre. Donc il ne faut pas se compliquer la vie. Au niveau du plastique, tout ce qui est recyclable, c'est les bouteilles et les flacons. En France, 67% des déchets ménagers se recyclent. Et en Alsace, on a donc à peu près 7866 tonnes de plastique recyclé. Donc on a vu un peu les plastiques qui étaient recyclés, mais quel va être ensuite le parcours de ce plastique? Où est-ce qu'il va? Ben, ce plastique-là, il va être transféré dans le centre de tri. Donc le plastique est séparé, le papier est séparé, et après ben, c'est compacté en des balles de 1 mètre cube, et ça c'est envoyé vers les filières de revalorisation. Et alors qu'est-ce que ça devient ça ensuite? Qu'est-ce qu'on peut faire avec du plastique recyclé? Par exemple avec le plastique recyclé, bon, c'est broyé en morceaux, c'est lavé, c'est nettoyé, c'est enlever toutes les impuretés. Après bon, c'est mis sous chaud pour que ça devienne des petites billes. Donc ça va être la matière première. Et avec cette matière première, ben, on peut refaire, par exemple, avec tout ce qui est PET, bouteilles en plastique, on peut refaire, par exemple, des bouteilles, mais on peut refaire d'autres choses. On peut refaire des fibres polaires, donc de la laine polaire, et avec cette laine, ben, on peut refaire des vêtements, par exemple, donc des t-shirts ou des pulls polaires, mais également des couettes. Donc il y a énormément de choses. Des couettes, à l'intérieur, l'arrombourage des peluches, par exemple, avec le PE HD, donc tout ce qui est flacon. Pareil, on peut refaire, par exemple, des sièges réhausseurs, des tissus qu'on met à l'intérieur de la voiture, des tapis, des tuyaux. Donc c'est des drainages pour les maisons, donc c'est assez vaste, on peut faire énormément de choses avec. Donc on préserve les ressources naturelles, on fait une bonne chose, donc tout le monde est gagnant, donc c'est surtout des choses qu'il faut faire, quoi. Alors il faut savoir que le plastique se recycle à 78%. Pour 1 tonne, on obtiendra 780 kg de paillettes et de matières premières plastiques. Merci pour tous ces conseils, monsieur l'ambassadeur. Ben, je vous en prie. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous savez maintenant quoi faire avec le plastique et continuer de trier pour limiter les coûts du service public de la collecte. On se retrouve bientôt pour parler d'un autre sujet, de l'aluminium ou du papier. Il n'y a aucun problème. Très bien, et ben à très bientôt. Au revoir. Au revoir.